Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Podcast qui cette fois-ci est consacré au futur du contenu dans le secteur du luxe. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Nicolas d'AKQA, Olivier de Contentful et Adi de BigCommerce. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Merci. Bonjour, je suis Nicolas Lepalec, Executive Technology Director chez AKQA. AKQA qui est une agence de communication spécifiquement digitale. On est une agence globale. On a des bureaux un peu partout. On fait partie du groupe WPP et on fait partie de la Mac Alliance depuis 2 ans maintenant. Je fais partie du board, l'advisory board de la Mac Alliance depuis 2 ans. Merci d'être là. Olivier Berkmans, je fais partie de Contentful. Alors, Contentful fait également partie de la Mac Alliance. L'offre, c'est une offre technologique, une plateforme de gestion de contenu en mode SaaS, Software as a Service, qui va s'inscrire dans une architecture moderne, ouverte, dite aujourd'hui composable, et qui va permettre à nos clients, en association avec d'autres services spécialisés, tels que de la gestion d'assets multimédia, gestion de catalogue, e-commerce, dont on parlera très certainement un peu plus en détail, va permettre donc de constituer là où les meilleures expériences clients. Merci. Donc Adi Farhat, BigCommerce. Je suis ingénieur solution, donc j'accompagne nos clients dans l'identification du besoin et le choix des solutions. Et donc BigCommerce, c'est une plateforme e-commerce. On fait également partie du Mac Alliance et la composabilité de ce contexte va tout simplement dire qu'on va pouvoir gérer l'e-commerce puis utiliser des solutions tiers par exemple comme Contentful pour gérer et orchestrer le contenu sans être dépendant de la technologie et des contraintes techniques qu'on voit souvent sur les e-commerce monolithiques ou classiques. Merci à tous les trois. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, donc on est donc en plein dans une thématique quand même bien Mac Alliance avec les différentes personnes qui sont autour de la table. On est dedans, c'est bon. Donc maintenant qu'on essaie de recadrer donc un peu le sujet après les présentations de tout le monde. Comme prévu, on va parler du futur du contenu dans le secteur du luxe plus précisément, pour essayer de regarder un peu quels sont les enjeux spécifiques à ce secteur-là et à ce domaine. L'idée qu'on va essayer d'explorer, c'est que dans cet univers qui est glamour et extrêmement compétitif, qui est celui du luxe, il y a une réalité qui s'impose, le fait qu'une marque de luxe aujourd'hui ne peut pas se contenter de son nom prestigieux pour conserver sa place au sommet. L'entretien de son image est de plus en plus primordial, même si elle l'a toujours été, mais elle passe aujourd'hui notamment par le fait de toujours essayer de rester à la pointe et à chercher à produire à tout prix le contenu de demain, aujourd'hui. Je pense que ça résume à peu près les challenges qui se présentent à ces grandes marques-là, qui doivent chercher à se différencier, alors qu'au final, il y a des contenus qui ont relativement peu évolué depuis 10 ans, sans compter toutes les difficultés de production qui peuvent se poser sur ces contenus-là, qui sont extrêmement coûteux à produire également. Il y a des solutions qu'on va aborder, qui sont apparues. On va parler de nouveaux formats, on va parler d'automatisation de la production, du rôle de l'intelligence artificielle dedans aussi. Mais voilà, ça nous dépeint un peu la situation et en tout cas les enjeux qui se posent pour les marques du luxe. Et je pense que ça serait peut-être bien qu'on commence par essayer de
bien comprendre et cadrer de quoi on parle concrètement. J'aime bien toujours commencer par ça. Et notamment, de quoi on parle quand on parle d'un contenu pour une marque de luxe, et quelle est la différence entre un contenu pour une marque de luxe versus un contenu pour une marque du secteur de la mode classique, on va dire, qui est pas forcément dans cette catégorie extrêmement premium. Tu veux nous donner quelques indices, Nicolas, pour commencer ? Ouais, c'est un peu notre cœur de métier chez EKQA. C'est vrai que surtout chez EKQA Paris, on a une grosse partie de nos clientèle qui est luxe. Ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille avec des grandes maisons, spécifiquement sur le digital. En effet, alors qu'est-ce qui va différencier un contenu luxe d'un contenu non luxe ? Bon, ça reste de l'image, de la vidéo, ok. Mais ce qui va changer, tu l'as dit, c'est comment une marque de luxe s'impose de ne pas recréer du contenu existant, mais de développer le contenu de demain. D'avoir toujours un point de vue unique. Le luxe, c'est du trend setting. Le luxe, les autres marques le suivent, mais c'est ces marques de luxe qui lancent des nouvelles trends. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire que c'est du contenu avec des vrais points de vue. Ça veut dire qu'on est sur des contenus qui sont uniques. On va pas être sur l'élaboration justement de contenu de masse. On va être sur aussi, et on va pas mal en parler, je pense, c'est ce niveau de craft qui est exigé dans le luxe. Les marques de luxe font des produits qui prennent énormément de temps à être produits, qui sont généralement faits à la main. C'est toutes les histoires qui se cachent derrière ces contenus. Et cette qualité-là, on veut la retrouver aussi sur le côté images et vidéo. Donc voilà, au niveau technologique, on est sur la même chose. En revanche, dans le fond, c'est généralement des contenus qui sont bespoke, qui sont faits de façon unique. Et derrière, ça veut dire que c'est des contenus généralement qui sont beaucoup plus chers à produire. Et du coup, il y a une part de l'histoire qu'on met derrière la marque qui est d'autant plus importante ? L'histoire de sa marque, une marque de luxe sans histoire, c'est impossible. Une marque de luxe, elle s'assoit sur des fondamentaux, son histoire, et c'est ce qu'elle va développer. Et tout ce que fait une marque de luxe, enfin la plupart, c'est généralement, sauf si c'est une marque de luxe nouvelle, mais toutes les marques de luxe qui sont là depuis maintenant 50, 60 ans, elles se racontent constamment sur des codes. Elles réinscrivent leur tradition dans un contexte contemporain. C'est ce qui se passe sur les défilés. Une marque de luxe, ça a un nombre de, suivant les marques de luxe, ça a des codes qui peuvent être des codes visuels, des codes historiques, des codes symboliques. On est beaucoup dans le symbolisme. Et elles vont le retravailler sur toutes les défilés, sur toutes les collections, de façon moderne, avec toujours un nouveau point de vue. Donc ça en effet, c'est ce qui va se cacher derrière. Ouais. Enfin, quand on va sur les sites de ces marques, on le voit particulièrement, ils ont tous une histoire à raconter. Et surtout, quand on regarde le luxe français ou le luxe italien, on va toujours se rendre compte que c'est des activités historiques. Ils ont réussi à protéger leur nom et leur activité parce qu'il y a eu une période pendant la révolution industrielle, tout ça, ils ont refusé d'automatiser ces process, de garder l'artisanat. Et aujourd'hui, quand on va sur ces sites, c'est ça les histoires qu'on va découvrir et qui vont peut-être inspirer des collections, inspirer beaucoup de contenu, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, en tout cas, sur les sites. On le voit aussi dans la publicité traditionnelle, simplement le push d'une marque. Et d'ailleurs, pas nécessairement que de luxe, mais une marque historique qui donc doit véhiculer son image. On le voit en particulier dans certains spots de pub. On a des flashbacks sur des situations anciennes pour justement faire ce lien et assurer dans la communication, montrer donc cette continuité, par l'aspect perpétuel, éternel de la marque. Donc ça, c'est très important de véhiculer ce message. Et puis, en complément de ça, je dirais, c'est bien pour nous qui recevons le message. Il faut savoir aussi que il est nécessaire pour les marques qui veulent entretenir ça, d'entretenir cet aspect-là aussi en interne.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce genre de communication sur l'histoire de la marque, sur sa durabilité, sur sa qualité, aujourd'hui, les personnes du marketing qui font ce genre de communication sont des millennials. Ils n'ont pas toute l'histoire de la marque imprimée dans leur esprit. Il faut donc qu'ils aussi puissent s'appuyer sur tout un historique. Et là, justement, pour revenir sur la vocation d'un Contentful ou d'autres solutions, c'est aussi de pouvoir capitaliser sur cet historique de façon à le rendre réutilisable au fil du temps. D'accord, ouais. Non, ça ouvre beaucoup de perspectives, là encore, je pense, c'est vachement intéressant. Et du coup, comment est-ce que on va réussir, quand on est une marque de luxe, à définir ce que doit être le contenu de demain pour cette marque-là, et au final, comment est-ce qu'elle va aller chercher à se définir pour justement se différencier, pour s'ancrer dans son histoire, pour être vraiment dans cette dimension-là pour vous? À la base, je pense qu'il y a beaucoup de collaboration, hein, justement, pour faire la transition avec ce que je venais de dire juste avant, beaucoup de collaboration. Ça veut dire aussi, si on parle d'actifs numériques au sens très large du terme, beaucoup de contenu, beaucoup de rôles, beaucoup d'intervenants. Et si on veut, même si on pense à une marque qui n'est pas sur de la productivité, de la volumétrie, mais qui est sur du quali, ça veut dire dans cette communication des gens qui vont, bien sûr à la base il y a les créateurs qui sont là, mais il y a aussi toute la logistique qui va derrière pour tout ce qui est communication, marketing, différentes selon les pays, selon les marchés, selon les époques, et donc tout ça nécessite l'implication de beaucoup de rôles différents au sein de l'entreprise. Et en effet, je pense que c'est fondamental dans la structure interne des marques de luxe par rapport à d'autres marques. Et on va le voir par rapport à la proportion de budget, de staff qui est dédié à la production de contenu, qui est énorme par rapport à d'autres types de marques. C'est une grosse partie de leur budget. C'est vraiment aussi énormément, ça fait partie de leur culture interne. Tout tourne autour du contenu, du craft. Il y a une exigence à tous les niveaux, même pour ceux qui ne sont pas dans le contenu. On le sait. On peut le voir d'ailleurs. Il suffit parfois qu'une grande marque fasse un petit faux pas de communication. Voilà. Ça se voit régulièrement et ça a un effet et un écho très important. Donc effectivement, c'est... Exactement. Et parler, pour nous en tant que Presta aussi, on le voit. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler à une marque de luxe comme on parle nécessairement à d'autres marques. Il y a une exigence dans nos formats de communication avec eux. Parce que ça fait partie de ce qu'ils sont. Et il y a des structures très fortes, donc c'est beaucoup d'équipes, beaucoup d'humains qui s'occupent du contenu. Il y a aussi toute une technicité qui a été internalisée dans les marques de luxe. Il y a des studios de création de médias. C'était avant des studios de création de photos, de shoot, énormément. Maintenant, de plus en plus, il y a des studios qui sont optimisés, bien sûr, pour la vidéo. Mais avant, c'était de la vidéo de longue durée. Maintenant, ils sont en train de se restructurer pour produire vite des formats beaucoup plus courts. Et puis, ce qui est super intéressant, et c'est que c'est là où il faut que ça accélère, c'est qu'ils sont en train d'internaliser des compétences 3D extrêmement fortes pour pouvoir produire du nouveau contenu. Et ça, je pense que c'est le next step. Ok. Et d'autant plus que, comme tu le disais, du coup, c'est un centre de coût extrêmement important. Comment est-ce que ces marques-là s'assurent de la performance, on va dire, de ces contenus-là? Comment est-ce qu'elles vont aller... ce que je me demande concrètement, c'est comment est-ce qu'elles vont aller mesurer le reach de leur contenu? Comment est-ce qu'elles vont mesurer l'effet de ces contenus-là et donc l'efficacité de leurs dépenses? Ça se fait à plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont plus ou moins traquées. La performance du contenu du luxe... Et c'est aussi une spécificité du contenu luxe, c'est-à-dire qu'on va pas mettre les mêmes KPI sur un contenu luxe qu'un contenu
pour une autre marque. Pourquoi ? Parce que si on est sur du contenu purement marketing pour un produit spécifique, on a besoin de KPI extrêmement précis. On va mesurer en effet le reach avec les outils digitaux traditionnels, l'engagement autour de ce contenu et derrière, est-ce que ça transforme ou pas. Je pense que dans le luxe, c'est plus complexe. Il y a des contenus marketing spécifiques où on va les traquer de façon très précise et ils le font de plus en plus. En revanche, il y a beaucoup de contenu qui vient pas forcément du marketing, mais de la com, qui est chez les clients du luxe une entité quand même extrêmement importante, qu'on voit peut-être de moins en moins chez d'autres marques et plus récentes qui vont être vraiment purement marketing-led. Le luxe, c'est de la com, et sur la com, on va pas mettre des KPI purement de transformation parce que il y a la premiumisation d'une marque, rester relevant de façon culturelle dans un marché, ça ne se mesure pas avec des KPI marketing. Et je pense que c'est très intéressant pour les marques de luxe aujourd'hui de gérer cette tension entre du KPI extrêmement marketing et puis en revanche laisser libre à une créativité et garder un budget très fort sur de la pure communication de marque. Et à défaut, du coup, justement, d'accès uniquement sur des KPI marketing, comment est-ce qu'ils vont aller constater quand même cet effet-là ? Ils vont constater de l'engagement, du richard. Ils vont. Je pense que ce qui est très important, c'est de vérifier. Et ça se voit, hein, surtout en social aujourd'hui, de voir comment ce contenu est partagé, comment les trends sont elles-mêmes appréhendées par le public, comment elles sont comment les consommateurs se les attribuent. Il y a aussi un gros travail avec tous les advocates de la marque en social, mais c'est sur du long terme. Ce ne sont pas des KPI directs qui vont être traqués sur du web. C'est par des études. On va tester l'efficacité d'une campagne une fois qu'elle est partie sur du plus 2-3 mois. Et c'est très important pour le luxe qui garde encore cette part de risque. Parce qu'il y a un risque. Il y a des campagnes qui vont très bien marcher. Il y en a peut-être moins. En revanche, c'est fondamental qu'ils gardent ça. Parce que si une marque de luxe aujourd'hui n'était drivée que par des KPI marketing, elle ne serait plus luxe. Elle deviendrait masse. Oui. Il y a des prises de risque qui sont vite mesurées. Hein. Par exemple, on voit aujourd'hui de plus en plus. Il y a la notion de boutique éphémère qui se crée ici et là. C'est Chanel qui avait expérimenté ça à Londres il y a, je crois, 2 ans. C'est un coût. Alors, évidemment, pour une boîte comme Chanel, c'est gérable, mais l'idée, c'était aussi de savoir si ça valait le coup de monter un espace Chanel à tel endroit dans Londres. Donc, ils sont aussi en mesure de monter ce genre d'initiative et de voir justement le retour assez vite, arrêter ou au contraire persister sur ce genre de choses. Donc, c'est des investissements. C'est aussi beaucoup de communication à côté, je suppose. Donc là aussi, il faut arriver au travers des médias traditionnels, des réseaux sociaux, des sites web, des applications à faire voyager ce genre de message. Donc là, j'ai envie de dire, que ce soit une marque de luxe ou une marque entre guillemets plus classique, l'importance de cette notoriété au travers des réseaux sociaux, au travers de ce qui peut se dire, a quand même une forte incidence. Donc, elle ne déroge pas à la règle dans ce sens. D'accord. Et je pense une communication agressive qu'on a tous vu dans le luxe, c'est peut-être en sortant du Covid ou de la Covid. C'était quand les marques de luxe ont commencé à targeter la Gen Z. Parce que jusqu'à récemment, les clients du luxe, c'était connu. Jusqu'à un moment où on a vu que la génération Z,
générations qui fait des choix assez extrêmes dans ses achats. Soit donc je vais chez le fast fashion, le moins cher, soit je vais faire des achats dans le luxe. Et ça s'est vu via des collaborations, par exemple, que ce soit avec des influenceurs, par exemple sur Instagram. Ça s'est vu dans des formats vidéo sur YouTube où certaines marques de luxe ont lancé quand même des vidéos d'1 heure, des films à peu près, avec des formats un peu plus courts qui sont diffusés dans les shorts, dans les reels, etc. Et ça, c'est quelque chose que je pense éventuellement, tu le mesures sur la segmentation de tes clients et sur l'impact que ça a eu. Mais comme dit Nicolas, je pense pas qu'il y ait vraiment des mesures pour ces marques de luxe où l'image reste leur asset premier, en tout cas. Ça reste leur sujet principal. Justement, je pense pas qu'ils vont mettre des indicateurs ou suivre des retours d'investissement très stricts sur la communication et la manière dont ils communiquent. Ça reste moins que les autres, je pense. Ouais. C'est sûr, il y en a. Mais là où on a des clients qui vont être plutôt en mass market, où tout est traqué sur du KPI marketing, de conversion. Et si quelque chose ne marche pas, on l'arrête tout de suite et on le voit vite. Le luxe, non. Et il y a vraiment l'idée, vu qu'ils vont faire du contenu pour positionner la marque dans le long terme. Après, tous les ans, il y a des études qui sont faites sur les marques de luxe, sur la préférence des consommateurs, et ça, c'est des choses qui vont suivre énormément. Mais c'est annuel. Le temps n'est pas pareil. Je pense que c'est ça qui est aussi important de comprendre, c'est que pour le luxe, il y a un temps très rapide où il faut produire du contenu. En revanche, le retour sur investissement ou sur du contenu, il va se mesurer dans un temps. Mais il se donne en tout cas plus de flexibilité pour faire du test and learn. Ouais. Voilà pour dans la conquête, on va dire, de marché, dans l'amélioration de l'image de la marque, etc. Oui, il y a énormément de campagnes de luxe ou même de lancements, de collabs qui ont été faits ces derniers mois. D'un point de vue purement business et marketing, ça n'a pas forcément de sens. Je pense que si on regarde, ok, est-ce qu'on doit faire ça? Non, mais je pense que c'est pas ça que se posent forcément les marques de luxe. C'est est-ce que ça va faire, comment ça va représenter ma marque? Est-ce que ça la fait avancer? Et ça, c'est fondamental. J'ai une question pour le coup. Dans quelle mesure la segmentation a son importance justement pour ces marques de luxe? Alors en termes de segmentation, on peut penser marché. Voilà, j'adresse pas forcément le marché Moyen-Orient comme j'adresse le marché canadien, etc. Mais est-ce qu'on a est-ce qu'ils vont sur une segmentation aussi poussée que celle que l'on voit sur de la grande consommation en particulier? Non. Je pense pas. Ça, c'est une autre partie du luxe, c'est-à-dire que il y a la considération que un client, une cliente, c'est un client, une cliente de la marque, qu'ils doivent être considérés tous de la même manière. Et l'histoire de la marque, elle est censée être la même pour tout le monde. Donc, d'un point de vue pur com, il y a beaucoup moins de segmentation. Après, il y a de plus en plus de segmentation à un niveau marketing sur le lancement de certains produits qui vont là être targetés sur un segment particulier. Il y a vraiment des études de marché. Et à ce moment-là, oui, on va rentrer dans la segmentation précise, mais pas pour tous les contenus. Et je pense qu'ils ont raison. C'est extrêmement important on reparlait de l'histoire de la marque, que cette histoire de la marque elle soit cohérente et ce soit la même pour tout le monde, pour qu'elle s'inscrive dans le temps, c'est censé être intemporel et transgénérationnel. Mais voilà. En revanche, il y a des produits qui vont clairement être targetés. Et du coup, vous avez touché tous les deux un sujet qui, je pense, va être intéressant à creuser aussi. Sur l'international, tu disais, tu as parlé de segmentation en termes de région géographique, et tu as enchaîné en disant la marque doit être la même pour tout le monde. Comment ça se passe aujourd'hui en termes de contenu quand on va produire un contenu? Est-ce que ça va être le même en France, en Inde et en Chine? Est-ce qu'on continue à vendre une maison de mode parisienne sur un axe uniquement parisien traditionnel aujourd'hui à Pékin? Ou est-ce que il y a des pratiques qui évoluent là-dessus? Quel est le positionnement au final aujourd'hui des marques de luxe sur ce sujet? Les marques de luxe comparées
à d'autres types de clients masse. Une des différences principales, en effet, sur la localisation, c'est une très forte centralisation de la marque. On va avoir des expériences digitales qui vont être extrêmement similaires suivant les marchés. Ou là, ou sur d'autres types de marques, on peut avoir une expression de la marque totalement différente avec des contenus extrêmement localisés. Le luxe va se définir de façon générale par une expérience qui est très, très similaire. Et il y a une vraie tension mais une bonne tension, une tension positive entre le local et le global. Tous ces contenus qui viennent de la com, qui parlent de la marque, ils doivent être poussés à tout le monde au même moment, sur le même format. Ça, c'est fondamental. C'est très intéressant parce que justement, c'est quelque chose qu'on voit constamment en avant-vente. Lorsqu'on parle à des marques de luxe, c'est le process. Souvent, quand on parle du composable, etc., c'est de pitcher en fait le fait de permettre à tout le monde de contribuer d'une façon ou d'une autre. Sauf que dans le luxe, c'est toujours, ils nous challenge là-dessus. Ok, ça c'est très bien, mais si je veux pousser le contenu vers tout le monde pour qu'ils puissent le réutiliser ou faire. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est très très particulier comme besoin qu'on voit toujours quand on parle à ces marques très particulières. Et donc quand en revanche pousser un contenu global aujourd'hui qui est le même dans tous les marchés, oui, mais attention, c'est comme des lancements de films dans l'entertainment, c'est-à-dire qu'il faut quand même que le contenu soit un minimum localisé. Et donc, ça impose tout ce travail de produire du contenu de qualité, localisé dans toutes les langues du marché, avec les différentes aussi, les différents requirements du marché qui peuvent être des éléments culturels, de sensibilité, tout ça soit intégré pour pouvoir construire un contenu qui vient au niveau global ou à une grosse partie. Je dis pas que ça marche tout le temps. Parfois, il y a des contenus, en effet, qui ne peuvent pas être lancés dans certains marchés. Mais il y a toujours cette idée derrière. Parce que la volonté, c'est de parler de sa marque à tout le monde en même temps, de façon unifiée. En revanche, donc ça, il y a un niveau global. Et en revanche, il y a un niveau local maintenant sur toutes ces marques. Elles ont compris depuis 10 ans. Et surtout, je pense que le marché chinois a poussé les marques de luxe à vraiment penser différemment et les a forcés à faire beaucoup plus de local. Que ce soit au niveau shoot produit, que ce soit choix des mannequins, que ce soit s'intégrer à la culture du pays, il y a maintenant une quantité non négligeable de contenu qui est purement local. Et ça vit donc avec du contenu localisé, avec une partie globale. Et ça demande des workflows de contenu qui sont là très complexes. Il y a une situation qu'on voit aussi, qui est simple à observer, c'est la prise en compte du contexte. Alors le contexte, pour simplifier, je vais dire géographique et temporel. C'est-à-dire que quand tu as un événement, alors par exemple on a Roland-Garros en ce moment, tu as des marques de luxe qui vont communiquer. Elles peuvent communiquer différemment selon qu'elles s'adressent à un public qui est ici, à Paris, en ce moment. Que sais-je, peut-être pour les inviter à aller visiter leur propre village ou une boutique sur les Champs-Élysées, etc. Elles vont s'adresser autour de cet événement d'une manière différente pour autant ils pourront toujours le faire auprès d'un public américain qui est resté aux États-Unis, par exemple. Donc, on est toujours sur de la diffusion de contenu à bon escient, mais pas forcément le même, parce que l'histoire qu'elle va raconter autour de cet événement, pour attirer justement cette attention, ne sera pas forcément la même selon que la personne sera à Paris ou à New York, par exemple. Donc, c'est important aussi d'arriver à contrôler ça. Donc, ça rejoint ce que tu disais, on a besoin de diffuser du contenu, certes, on a besoin de contrôler son contenu, mais on ne va pas forcément raconter la même histoire selon l'endroit et selon l'époque. Après, dans la notoriété. Enfin, en fait, quand on parle du contenu, le contenu aujourd'hui est essentiel quand on va aussi driver le référencement naturel sur le web. Et quand on est connu, quand on a un nom de marque très, très, très connu, ça a de ses avantages, bien sûr, mais ça, c'est inconvénient. Et ces inconvénients, c'est que tout le monde parle de nous.
Et lorsque la marque maîtrise son référencement, maîtrise son contenu, ça permet à la marque de contrôler, en tout cas, pas de contrôler, mais de diffuser et raconter sa propre histoire. Parce que quand je tape, par exemple, sur Google le nom d'une marque, je peux tomber sur les 10 premiers liens où il y a peut-être un produit listé sur un marketplace, c'est un produit marché gris qui est là, avec une description qui fit pas, en tout cas, avec la marque et les standards de cette marque. Donc, le fait de contrôler son contenu, de localiser ce contenu, va permettre à cette marque d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche locales, en tout cas, pour que quand je cherche à trouver des informations, que cette information vienne de la marque et non pas d'une source tiers qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Ça va venir renforcer au final leur autorité à l'échelle locale aussi, quoi. À l'échelle locale, mais c'est surtout avoir la version de l'histoire de cette marque. C'est la marque qui raconte son histoire, pas les autres, en tout cas. Et du coup, tout à l'heure, tu mentionnais le Covid, ça amène aussi à une autre question que je me posais, qui était, sauf erreur de ma part, pendant la période justement vraiment plein Covid, on a eu une consommation du luxe qui s'est décalée vers le online. Alors que traditionnellement, on était quand même plutôt sur une expérience d'achat qui était essentiellement en magasin, puisque justement, on a besoin de vivre cette histoire, et ça passait essentiellement par le vécu physique de la venue dans le magasin, du vendeur, de l'environnement, etc. Donc, de ça, à partir de là, je me demandais justement, est-ce que ce switch-là qu'il y a eu, ce mouvement qu'il y a eu vers le online, aujourd'hui, il reste extrêmement présent? Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement qui sont durables au final? Ou est-ce que on a un retour au magasin qui s'opère quand même de façon majoritaire? Nous, de ce qu'on voit chez BigCommerce, quand on parle à nos clients, à nos prospects, c'est que, surtout dans le luxe, déjà en France, les magasins ont ouvert, une grosse partie des clients qui passaient leurs commandes en ligne sont revenus sur les retail physiques. Et dans le luxe, c'est encore plus important parce que je pense, pendant la Covid, quand on passait des commandes en ligne sur un site de luxe, c'était par nécessité et que ces marques n'ont pas su fidéliser leurs clients à l'achat online. Ils n'ont pas su proposer de l'exclusivité comme ils le font dans les magasins. Ils n'ont pas su proposer une expérience unique à leurs clients parce qu'un parcours client luxe est très particulier. C'est l'un des secteurs ou l'industrie où on a le plus d'abandon de panier, par exemple. Donc, son process d'achat, son process de décision est très particulier, très différent. Et il faut qu'à chaque étape, qu'on justifie le fait qu'il achète en ligne. Que ce soit sur des landing pages hyper personnalisées. Si on connaît le client, on doit connaître si c'est un client récurrent, si c'est un client qu'on connaît, il faut pas qu'il tombe sur une landing page d'un visiteur qui connaît ou qui découvre la marque. Quand on passe sur la page produit, donc on voit un certain produit, on va voir le prix. Et je pense le premier réflexe qu'un client va avoir, ok, je vais peut-être passer voir ce produit en magasin. Est-ce que sur cette page, on a toute la donnée pour proposer un parcours unifié, dans le sens où, ok, je vais réserver une session de test en magasin, ou je vais peut-être faire tout simplement du click and collect. Est-ce qu'on accompagne là-dessus? Aujourd'hui, c'est des fonctionnalités qui restent manquantes. Est-ce que j'ai les descriptions de ce produit? Est-ce que ces descriptions vont me raconter une histoire particulière par rapport à ce produit pour plus ou moins justifier le prix en fin de compte? Quand j'arrive sur la page panier, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai assez de contenu? Est-ce que j'ai assez d'incentives pour que je puisse finaliser mon achat en ligne au lieu d'abandonner le panier et puis repasser en magasin après? Donc, je pense que c'est toujours il y a pas mal d'expérimentation là-dessus, ce qu'on voit. Il y a toujours du test and learn là-dessus, bien sûr. Mais oui, justement, pour l'instant, ça reste une grosse partie du clientèle qui a commencé à acheter en ligne sont revenus en magasin. Et ça, je pense, on peut le voir sur Paris avec les files d'attente sans fin sur les boutiques de luxe. Et c'est intéressant ce que tu dis sur, en effet, le Covid, ça a poussé toutes les marques
a accéléré sur l'e-commerce. Le luxe aussi énormément. Et on voit un rebond qui est énorme, peut-être par rapport à du mass, et c'est vrai, entre l'e-commerce et le retail. Et les consommateurs sont de retour dans les boutiques, sur les événements. Et on le voit, le retail, les événements performent extrêmement bien en ce moment. Et le e-commerce luxe a clairement ralenti. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu disais, ils n'ont pas réussi à créer l'expérience qu'il fallait. Et je pense qu'il y a une question de volonté aussi. Je pense que la position du e-commerce pour des marques de luxe, c'est pas du tout la même que pour d'autres marques. Il y a beaucoup de marques de luxe qui ne veulent pas être trop présents aujourd'hui encore en ligne. C'est vrai, je pense, ça se voit pas forcément, mais pour beaucoup de marques de luxe, les produits qu'on va proposer en e-commerce, c'est peut-être 50% de ce qui est vraiment achetable. Il y a des produits qu'on verra jamais sur du e-commerce parce qu'ils sont exclusifs en boutique. Donc, et ça évolue, hein, mais je pense que pour le luxe, l'exclusivité, elle est en retail. L'e-commerce, c'est du mass. Là où, en revanche, il faut tout changer, c'est en train de changer. C'est comment aujourd'hui commencer à proposer une expérience exclusive sur le web. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui veulent y aller. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là où ils vont pas forcément essayer de le faire sur le site, mais vont le faire de plus en plus sur des apps. Parce que un site e-commerce est vu comme quelque chose de masse, c'est comme si c'était un peu la plus grande boutique dans le plus grand mall de la planète. C'est difficile de faire de l'exclusif. En revanche, une application mobile avec une expérience dans laquelle on est forcément logué, donc on a un client qu'on connaît, que la marque de luxe connaît, et c'est ce que à ce moment-là, on est dans une démarche où on peut proposer des produits qu'on sait que cette personne aime, qui lui correspond. Là, on rentre dans une autre démarche, et il y a énormément de choses très intéressantes qui sont en train de se faire. Et c'est aussi lié au contenu, c'est à ce moment-là, ça ouvre une autre opportunité et contrainte pour ces marques de luxe, c'est quel type de contenu créer pour ces consommateurs fidélisés qui sont sur l'app. Ils veulent du contenu exclusif, ils sont sur mobile, qu'est-ce qu'on leur envoie et comment on fait là, on rentre dans l'hyper-personnalisation. Ça, c'est un énorme sujet qui est en train de s'ouvrir pour les 5-6 prochaines années. Justement, je pense que la fidélisation naturelle des clients a toujours été un challenge. Donc, dans le physique, on l'a vu, par exemple, en parlant des files d'attente, on a vu des marques de luxe ou des maisons de luxe ouvrir des magasins exclusifs pour leur clientèle historique, par exemple. Ça, dans l'online, il faut plutôt réfléchir à la manière de le reproduire en online. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de réussite là-dessus. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas eu vraiment. En effet, l'hyper-exclusivité est importante. C'est pas la même chose d'acheter une montre de luxe aux Galeries Lafayette, qui en vend, que de l'acheter dans la boutique dédiée, même si c'est un retailer, ce sera un retailer exclusif, la boutique dédiée à la marque. On n'a pas le même sentiment. Les prix sont les mêmes de toute façon, mais on n'a pas le même sentiment de et c'est pas les mêmes produits. Et je pense qu'il y a, et c'est là aussi. Ce ne sont pas les mêmes produits. Non, c'est pas le même assortiment de produits. Il y a des produits qu'on peut pas. Et je pense que c'est là où pour une marque de luxe, chaque boutique est hyper personnalisée pour sa clientèle dans le sens où elle va choisir de vendre certains produits, pas d'autres. Il y a des produits qui vont être vendus que dans certaines boutiques et pas d'autres. Il y a énormément de travail derrière sur vendre quoi, où, comment. Et c'est ce qui est, je pense, ce qui rend difficile, beaucoup plus difficile que pour d'autres marques à gérer l'e-commerce parce que quel stock on met, pourquoi. Il y a le luxe marque beaucoup sur la limite de stock. Après, certains admettent d'attendre 2 ans qu'on leur livre un sac. Exactement. Pour autant, c'est vrai qu'ils veulent quand même avoir une immédiateté dans la relation client, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que quand je suis en mobilité, c'est le cas de la plupart des gens. Aujourd'hui, y compris les gens qui achètent des marques de luxe, je veux avoir cette personnalisation, cette expérience personnalisée au fond de ma poche aussi. Mais oui, pour autant, voilà, je veux cette relation continuelle, mais c'est pas grave, une fois que j'ai commandé mon sac, je peux l'attendre 2 ans ou au minimum 6 mois. Mais ça se passera jamais en ligne. Non.
Ouais. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, en termes à la fois de contenu, mais d'expérience, il faut aller encore plus vers quelque chose d'émotionnel plutôt que fonctionnel, on va dire? Oui, enfin, le contenu luxe par essence est émotionnel. On n'aura jamais de contenu fonctionnel. Ça n'a pas de sens pour du luxe. Et comment aujourd'hui la tension, je pense, c'est comment produire de plus en plus de contenu, parce qu'il y a de plus en plus de lancements produits. La cadence des lancements produits et des saisons, elle a été multipliée par peut-être 5 en 8 ans. C'est énorme, on se rend pas forcément compte, mais quand on regarde, il y a 10 ans, il y avait 4 fashion shows par an. Maintenant, la plupart des marques en sont à 6, 8, même encore plus, avec des collaborations artistiques qui vont arriver entre deux défilés. Et ça impose une production de contenu exponentielle. On parlait aussi de la tension globale locale, où même si le contenu est très global, il y a un besoin de contenu local. Donc, et une temporalité qui est très dure à gérer pour les marques de luxe, parce que ce contenu, quand on fait un défilé ou quand on lance une collaboration, il faut servir le contenu à ce moment-là. Tout le monde le veut, il faut une immédiateté du contenu. Donc, comment produire tout ça at scale? Là, on a une vraie tension. On a une vraie tension et on a clairement des limites. Je pense que il n'y a pas une marque de luxe aujourd'hui qui dirait qu'elle produit assez de contenu pour ce qu'elle a besoin. Ça n'existe pas. Et comment trouver les solutions à ça? Ils les cherchent donc déjà en essayant de se restructurer d'une façon globale, locale, d'un point de vue humain, d'un point de vue technologique, d'avoir les bons studios. Et je pense que la question de demain, c'est justement comment s'ouvrir à des technologies génératives pour les aider à produire du contenu. Ça, c'est extrêmement compliqué pour les marques de luxe parce que la validation créative du contenu et la maîtrise du contenu, c'est... La propriété intellectuelle. Et culturellement, ça fait partie... Ils ont besoin de ce contrôle et c'est normal. À partir du moment où tu es dans le génératif, c'est-à-dire que tu vas chercher à automatiser un processus qui devrait être de l'exception au final. Exactement. Mais c'est là où je pense que pour les marques de luxe, l'IA ne va pas forcément les aider sur le côté créatif parce que ça, ils l'auront toujours. Et il faut que ce soit humain, il faut que ça vienne de leurs équipes. En revanche, quand on parle de cette tension globale, locale, où là, il y a quelque chose à faire en utilisant l'IA pour localiser plus rapidement. Je pense, on n'en a pas trop parlé, mais la multiplication des touchpoints, elle est aussi assez fondamentale. Aujourd'hui, quand on a une marque de luxe, il faut parler sur le web, sur YouTube, il faut même commencer à aller parler peut-être sur Twitch. Faut être sur tous les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux pour une marque de luxe, les marchés asiatiques sont énormes pour eux. Les marchés asiatiques en Chine, c'est complètement différent. C'est d'autres types de contenus. Et il faut commencer à rentrer dans d'autres plateformes qui vont être du gaming et du métaverse. Donc là, on a une multiplication des channels qui est absolument monumentale. Et comment livrer au même moment du contenu, du même campagne sur tous ces touchpoints? Aujourd'hui, c'est pas possible. Demain, je pense qu'avec en utilisant l'IA, ils vont y arriver. Mais c'est de façon humaine, on a clairement arrivé à la limite. Il faut avoir une source humaine et après, par contre, des déclinaisons qui vont pouvoir avoir lieu. Je pense exactement. L'intelligence. Il faut sur la déclinaison, je pense qu'on arrive à des niveaux de compétences de l'IA, une IA très cadrée. Je pense que ce qui fait peur à l'IA pour les marques de luxe, mais aussi pour d'autres, c'est comment bien cadrer et pas que ça part dans tous les sens, à mettre les bonnes règles. C'est ce qui manquait à l'IA jusqu'à il y a quelques mois encore.
Tout n'est pas réglé, mais il y a des grosses avancées sur comment entraîner des modèles, comment les cadrer, comment avoir une IA qui s'auto-contrôle elle-même sur des critères visuels, culturels, copie. Et ça, c'est vraiment très intéressant. L'IA pourrait être... Alors, c'est vrai qu'effectivement, pour l'originalité de la génération, c'est peut-être pas ce qu'il faut utiliser. Par contre, l'IA pourrait être utilisée pour tester, éventuellement. Tester les messages, tester avant, justement, d'être... Tester, accélérer la production, parce qu'on peut imaginer alimenter l'IA avec nos idées créatives, etc. Et après, pour accélérer la production, la publication, au lieu de s'appuyer sur des outils traditionnels, on va plutôt s'appuyer sur un IA qui a déjà compris les procédures internes et qui saura... Dans le neural, effectivement, il y a toujours un contrôle qui doit être effectué, en particulier si tu veux tout simplement parler de traduction d'un message du français vers une autre langue, vers le chinois, vers l'arabe. Il y a des contrôles qu'une IA, justement, peut éventuellement faire. Certaines tournures de vocabulaire qui sont plutôt à privilégier que d'autres. Je parle de communication générale. Justement, quand on veut raconter cette histoire, on n'utilisera pas forcément la même façon, la même approche, et en particulier pas forcément le même vocabulaire pour exprimer certaines choses. Donc peut-être ça peut aider justement à ça, faire du testing et improving. Je pense que et sur des petits groupes, je pense que le luxe, probablement ils auront du mal à faire du test et le mettre en marché tout de suite. En revanche, en effet, faire des tests de contenu, les tester sur des groupes, voir comment ça gère. Déjà, ça va les aider à avoir confiance dans la techno. Et c'est sûr que l'IA, je pense, pour le luxe, va les aider en process interne d'abord, mais avec un contrôle qualité humain derrière, ça c'est obligé en premier step. Et puis ensuite, ça évoluera, mais des choses aussi simples que faire du cropping de vidéos pour différents formats, différents réseaux sociaux. Ouais, par exemple. Là-dessus, je pense que très intéressant. L'IA est prête pour faire le job. Elle n'est pas encore massivement utilisée par le luxe, mais c'est prêt. Pour faire il y a des choses aussi extrêmement intéressantes. Comment réduire des contenus de 5 minutes à format 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Ça peut, plutôt que sur un process complètement manuel, ça peut pré-mâcher le travail et enlever 90%, avec toujours un contrôle humain à la fin. Mais ça peut vraiment préparer le travail. Sur des pipelines qui sont extrêmement manuels. Après un défilé, c'est des équipes qui vont travailler toute la nuit autour de table. Donc il y a vraiment... optimiser un process de 50%, 60% sur quelque chose qui était complètement manuel, ça peut vraiment avoir un impact fort. Faire, à partir d'une séquence filmée, générer un stop-mo par exemple, ou une image même fixe. Voilà. Ça peut être un outil susceptible de ramener... Les idées explorées, par exemple, citées par quelques prospects, par exemple, c'est utiliser plutôt l'IA pour segmenter des vidéos dans le sens où je vais détecter les produits qui sont sur un défilé, par exemple, et rendre l'expérience d'achat beaucoup plus agréable. Au lieu d'aller chercher sur le net. Donc ça peut être un des points... Une aide évidente. Le tagging, t'as raison, ça prend un temps fou. Aujourd'hui, à taguer, que ce soit les shoots photos parce qu'ils sont shootés en look, les films défilés, et non seulement c'est super important sur la production de contenu en live, donc quand un défilé par exemple est fait pour la mode, mais ça aidera énormément aussi pour retrouver de l'information perdue. Il y a tellement de contenu qui a été produit par toutes ces marques depuis des années et des années. Un contenu qui a été produit il y a 15 ans par une marque de luxe sur un défilé, il y a grande chance qu'il soit extrêmement mal tagué. En revanche, il peut y avoir des éléments qu'il faudrait retrouver sur un produit spécifique, un sac. Et ça, on a des exemples où lancer une IA sur un catalogue photo, vidéo extrêmement large et automatiquement taguer les produits, ça marche très très bien.
Pour faire un petit peu de pub pour Contentful, sur la marketplace, on a déjà depuis quelques semaines justement. Alors, on n'est pas sur l'image elle-même, on n'est pas sur l'analyse de l'image, mais sur l'analyse du contenu plus rédactionnel. Voilà un plugin qui va générer, en tout cas proposer le SEO à partir du contenu directement. Donc, basé sur l'utilisation de l'IA, justement. Voilà, on est toujours dans la perspective de faciliter le travail de quelqu'un. Donc voilà tout mon contenu. Quel tagging je peux extraire de là? Quel est le plus approprié, basé à la fois sur le contenu lui-même et sur l'intelligence artificielle qui va scruter ce qu'il faut sur le net. Je repars un poil en arrière. Tout à l'heure, tu as mentionné des contenus, des pistes de nouveaux contenus en matière notamment de gaming et métaverse. Tu peux illustrer un peu, qu'on comprenne de quoi, enfin, ce que tu as en tête quand tu dis ça? Je pense que le luxe a compris, comme beaucoup d'autres marques, que les nouveaux consommateurs, cette fameuse Gen Z dont tu parlais, ils sont tous gamers. D'une façon ou d'une autre. Le gaming et le jeu est rentré dans les habitudes de vie de tous les jours de ces consommateurs. Ils passent un temps de plus en plus important dedans et ça fait partie de leur vie et ça fait partie de leur culture. Une marque de luxe n'a de sens que si elle résonne culturellement. Et donc, si la culture va vers le gaming, le luxe doit aller vers le gaming, elle doit s'intégrer. Et en plus, le mariage, il est assez simple. Quand on voit que sur les plateformes de gaming les plus populaires, comme Fortnite, je crois que c'est 4 milliards de revenus juste de vente de outfits digitaux, c'est la dernière. La demande, elle est là. Aujourd'hui, ils font avec des partenariats principalement sur des franchises d'entertainment comme Marvel. Mais clairement, le lien vers le luxe, ils l'ont déjà fait quelques fois, mais il est très naturel. Ils ont déjà testé ce lien-là, du coup? Ce lien-là a été testé. Il marche extrêmement bien. Ça a été testé sur Fortnite. Ça a été testé aussi. Et c'était testé à qui comme marque, du coup? Je me souviens plus de la marque. Je sais plus si c'est... s'il y avait des skins Gucci ou Balenciaga. Balenciaga l'a fait. Balenciaga, oui. Merci. Tu vois, il faut demander... oui, exactement. Oui, il faut demander aux millennials. Ça a été testé. Donc, Louis Vuitton l'a fait en Chine avec un jeu extrêmement populaire là-bas, dont je ne me souviens pas du nom, parce que c'est Chine spécifique. League of Legends, voilà, merci. Tu veux prendre un micro, t'installer, s'il te plaît? On parlait de quelle génération tout à l'heure? Voilà. Il nous faut un 4e micro, s'il te plaît, Mehdi. 3 milliards et demi d'utilisateurs de jeux vidéo, 3 milliards et demi. Oui. Ouais, c'est énorme. C'est tout le monde. Et aujourd'hui, tous ces tests, ils ont tous été extrêmement successful. Et ça va de marques de mode, ça va aussi, ça va sur le make-up. L'Oréal a fait des tests extrêmement populaires en Chine spécifiquement, en intégrant leurs produits, en faisant des skins make-up sur du jeu vidéo. Voilà, la porte, elle est ouverte. Il est nécessaire de rentrer dedans pour garder ce lien culturel avec les consommateurs. Donc c'était une place culturelle qui au final était très cinéma avant, qui s'ouvre à un autre type de médias et d'entertainment qu'est le gaming. Ouais, et c'était même un peu... les collabs, elles n'étaient pas si... c'est vraiment... On est au tout début. Je pense que Fortnite a vraiment ouvert la voie sur la collab avec les marques et le jeu vidéo. Et là, la porte est... On peut citer l'anecdote de Gucci, il y a 2 ans, je crois, qui avait, au moment d'une certaine campagne, avait également proposé sur le jeu en ligne Roblox l'achat d'un sac virtuel, donc d'un sac Dionysus. Donc, le même qu'ils ont en physique s'est vendu via cette plateforme plus cher que le sac lui-même.
Donc, je crois qu'on était autour de 4000 et quelques dollars versus 3000 et quelques pour le sac lui-même. Et c'était même pas de NFT, hein. C'était juste le fait de pouvoir utiliser le sac Gucci dans l'environnement gaming. Mais oui, NFT, on n'en parle plus beaucoup, on va pas en parler là, c'est pas la peine. mais il n'est pas nécessaire. En tout cas, ce que ça a lancé et sur l'achat de répliques de produits physiques en réel, mais surtout sur l'émergence d'une expression purement digitale des marques qui n'existe que dans ces jeux vidéo et d'autres expériences métaverses à large. Ça ne... Mais c'est ça qui est intéressant au final, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à créer un espace d'expression qui leur est propre à cet endroit-là, et pas juste de chercher à répliquer ce qu'ils ont dans le monde réel de la même façon. Non, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vraiment on voit de plus en plus une spécificité, on voit du contenu qui est créé purement pour ces jeux vidéo, qui s'affranchit de toutes les contraintes du réel, que ce soit en termes physiques ou autres. Et là, ça devient très intéressant. En revanche, ce qui est très bien, c'est toujours de le lier à des lancements de produits ou de campagnes dans le réel. Il faut quand même garder un lien avec ce... Il y a un lien, et c'est là où les deux se parlent et sont super intéressants. En revanche, je veux dire qu'aujourd'hui, demain, une marque va lancer une nouvelle campagne sur un thème de produit, il y en aura une partie qui pourrait être que digitale. Ça c'est assez nouveau. Il y a 3 ans, on n'en parlait pas encore. Maintenant, je vais pas dire que ça devient la norme, mais ils y pensent à chaque fois. Ouais, ça devient quelque chose qui, en tout cas, rentre dans les réflexions et quelque chose qui revient sur le tapis régulièrement. Super intéressant. Un dernier sujet que je voulais aborder aussi, c'était justement dans ces changements de comportement et dans le changement de ce qui importe ou non aux consommateurs dans leur processus d'achat. C'était celui de la place de l'économie verte, du green, du durable. Est-ce que c'est quelque chose qui touche aussi le luxe, et quel est l'impact en termes de contenu aujourd'hui pour ces marques-là ? Est-ce que ça les touche ? Oui. Je pense qu'il y a énormément de... Je ne peux pas penser à une marque de luxe qui aujourd'hui n'a pas fait des claims ou qui a des engagements spécifiques en termes de RSE, de sustainability, qui n'est pas en train de repenser sa façon de produire ses produits, de les déployer. Et ça a un impact aussi jusqu'à la façon dont ils vont produire les contenus, c'est sûr, de la façon dont ils vont penser leurs événements. Il y a encore du chemin à faire, c'est sûr, mais il y a une prise de conscience, c'est sûr, et la sustainability, en effet, pour les marques de luxe aujourd'hui, ça passe par la seconde main. Et cette seconde main, il y a des marques qui l'ont commencé. Il y en a qui prennent vraiment le temps d'y réfléchir, de voir comment le faire. Qu'elle veuille ou non, de toute façon, ça se fait. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont spécialistes du seconde main de luxe et qui marchent extrêmement bien. Et comment est-ce que les marques de luxe vont récupérer ce chemin-là ? Je pense pas qu'elles aient encore la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a de l'expérimentation, je pense, parce que, ce qui est toujours compliqué pour une marque de luxe, par exemple, de lancer sa propre plateforme seconde main. À risque de déprécier les produits, d'impacter l'image. Après, il y a des solutions un peu créatives dans le sens où on fait de la seconde main, mais c'est ouvert à une certaine population, c'est ouvert un peu uniquement pour les employés en interne. C'est ce genre de choses, c'est ce que on entend et on voit de plus en plus, mais voilà, au moins à mon niveau, de ce que je vois, ça reste de l'expérimentation, mais il n'y a pas de vraie choses, mettons, concrètement déployées ou implémentées.
En revanche, il y a des briques qui ont été avancées qui vont avoir un impact très long terme. LVMH qui a lancé le consortium Aura de certification numérique en blockchain des produits. Donc, c'est pas que pour les produits LVMH, il y a aussi d'autres marques qui sont dedans. Mais ça ouvre vraiment une nouvelle voie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des produits qui sont certifiés, qui ont un code unique, qui sont enregistrés sur la blockchain, ça permet, et vu que la blockchain est ouverte, ça va permettre aux marques de pouvoir vraiment suivre l'évolution de leurs produits tout le temps et de toujours avoir un lien avec. D'accord. Et là, on parle du sourcing de la matière première, par exemple. Alors, ça passe du sourcing de la matière première sur savoir, oui, en effet, exactement, d'où viennent les matières qui ont construit ces produits. Et ça, soit c'est fait à 100%, à 40%, il y a parfois pas la traçabilité surtout, mais il y a la partie traçabilité qui est importante. Mais ce qui est en train d'être mis en place et qui est très intéressant, c'est que au moment où si je transfère un produit par la vente ou le don en tant que consommateur, j'ai la possibilité de transférer le certificat avec. Et à ce moment-là, je passe d'un honneur à un autre. Donc à ce moment-là, la relation peut continuer. La marque peut savoir qui est le nouvel propriétaire du sac. Est-ce que demain, ça va devenir quelque chose qui va être requis par les acheteurs, par exemple? Alors, je pense qu'il y a une demande de traçabilité déjà par le consommateur, donc c'est par ça que ça s'est lancé. Il y a une forte demande d'authenticité. Pas forcément sur le marché européen, mais il y a des marchés asiatiques où l'authenticité des produits est moins protégée légalement et donc il y a une vraie anxiété de la conformité d'un produit. D'accord. Ça rassure d'avoir ces éléments-là. Et puis ensuite, il y a toute la partie garantie, service. En fait, je pense que si on pensait d'un point de vue digital, qu'est-ce qu'une expérience digitale de marque? C'est aussi parfois des services en plus sur un produit que j'ai acheté, et ces services sont liés à un produit. Si je transfère un produit à quelqu'un d'autre dans le temps, eh ben les services vont suivre avec. Et ça, c'est une bonne réflexion que nous a donné je pense, partie NFT. La façon dont ça a voulu être utilisé, c'était aussi d'être la clé d'entrée et un accès à certains services de marque, à certains clubs. Je pense que ce concept-là, il va rester. On l'appellera pas NFT, mais ce concept de lier à un produit un certain nombre de services et un accès particulier à la marque. Est-ce qui impliquerait par contre une maîtrise technologique de ces outils-là pour le consommateur moyen, entre guillemets, du secteur luxe? Après, je pense, dans le background, oui. Enfin, après, c'est très démocratisé, je pense. Hein. Mais après, pour un utilisateur final, je pense que ça peut être résumé à scanner un QR code pour qu'il puisse voir toute la traçabilité sur son smartphone. Ce sera de toute façon plus facile que de retrouver la garantie qu'on a enterrée. Tout à fait. Au lieu de regarder la couture d'un sac, on peut le scanner et voir d'où ça vient. Je vais revenir sur l'origine de ta question. On parle, tu as commencé avec cette introduction de RSE, de responsabilité sociale environnementale. Et effectivement, cette notion de traçabilité, outre justement la garantie de propriété et puis le suivi de toute la vie de l'objet, c'est une chose. La traçabilité amont, justement, et ça, je pense que les marques de luxe, plus que d'autres d'ailleurs, ils sont très attachés justement à savoir comment cela est développé. Donc, on parle bien de production dans l'économie réelle. Après, il y a aussi tout l'aspect digital, et on y revient, où là, si on regarde ne serait-ce que les sites web des marques ou les applications, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'images. Les images, nécessairement, sont de haute définition en général, etc., etc. Donc après, quand on va peser le poids carbone de ces applications numériques, il y aura peut-être des choses à regarder plus en détail. Alors, je mets, c'est un petit peu accusateur ce que je dis, mais il va falloir trouver une solution. Par contre, je veux les dédouaner aussi du fait d'être par rapport à un site un peu plus classique, beaucoup plus génératrice d'empreinte carbone. C'est que, je ne vais pas oser un parallèle malheureux, mais c'est un peu comme les jets, quoi. Tout le monde ne va pas utiliser ces applications, contrairement à d'autres beaucoup plus
diffusés. Donc l'un dans l'autre, si on veut prendre le bilan total, celui d'une marque de luxe, même si ça fait beaucoup de consommation digitale, n'est pas forcément plus élevé que celui d'une autre marque. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Alors, je ne l'ai pas mesuré, je n'ai pas les moyens de le mesurer. Mais c'est un vrai sujet. Je pense que mesurer l'impact carbone digital, on en a beaucoup parlé. Je pense que beaucoup de marques, pas que luxe, mais aimeraient être en contrôle de leur impact, pouvoir mettre des KPI clairs. Je pense que la vérité aujourd'hui, même s'il y a des avancées intéressantes, il y a des nouveaux outils qui permettent de tester ça, on n'en est qu'au début. C'est vraiment un chemin. Je pense que si quelqu'un dit aujourd'hui j'ai une vision absolument très claire de mon impact carbone de mon entreprise et au niveau digital, je serais un peu suspect. En revanche, on est en chemin. On est en chemin parce que les marques veulent le faire. Et là-dessus, les marques de luxe sont extrêmement... je ne vais pas dire qu'elles sont en avance, mais elles sont très attentives. Elles font partie des conversations. Elles ont envie d'avancer. Elles demandent à des prestataires comme nous d'y penser. Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont sortir des prochaines années. Et déjà pour des KPI et pouvoir mettre les marques en contrôle de leur propre impact, ce qui est très très dur aujourd'hui. Et puis une fois qu'on aura clairement mis ces KPI en place, de pouvoir prendre des décisions. Mais c'est sûr que le streaming de façon générale n'aide pas, mais j'ai envie de dire, c'est une question globale sur notre consommation du digital aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de consommer sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime et autres? Je pense que l'impact est juste monumental. Est-ce que j'ai envie d'envoyer 10 000 mails par jour? Est-ce que c'est des questions au quotidien? Ouais, Après, je pense que la technologie là-dessus, peut apporter une vraie réponse. Parce que si on regarde les sites aujourd'hui, s'ils tournent sur des infrastructures vieillissantes, sur de l'ancienne technologie, c'est clair qu'il y aura un impact désastreux sur l'environnement. Après, aujourd'hui, les nouvelles technologies, quand on parle du SaaS, le premier argument, c'est les économies d'échelle quand on va héberger tout ça. Mais après, on va peut-être éventuellement commencer à parler de sustainability d'échelle parce qu'éventuellement, ces centres de données, ces infrastructures sont hébergées et sont gérées par des entreprises qui ont des engagements envers l'environnement, tout simplement. Et on peut, je pense, au moins sur la partie infrastructure, technologie, déléguer cette responsabilité aux fournisseurs de la technologie. Je suis d'accord, c'est un vrai sujet, et des acteurs comme Cloudinary, Scaleflex, tous les acteurs qui vont avoir une approche découplée de leur infrastructure, de mettre le maximum de contenu caché en edge au plus près des consommateurs, ça a un réel impact. Ça a un réel impact plutôt que de retourner à chaque fois jusqu'au serveur, faire de la communication. Donc ça, on le sait. C'est mesurable. En revanche, il y a tellement d'autres éléments à prendre en compte. Et je pense qu'on n'a pas encore une vue complète de tout ce qu'il faut qu'on mesure pour avancer. Mais on y va. C'est une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle, ouais, tout à fait. Super. Écoutez, merci beaucoup. Je trouve que c'était une session riche. C'était vachement bien de vous avoir avec nous. Est-ce que pour conclure, vous voulez chacun partager votre big conseil en matière de e-commerce et peut-être en matière de e-commerce de luxe, tant qu'à faire? Alors, e-commerce de luxe, très bien. On n'a pas beaucoup parlé de e-commerce au final. En revanche, l'e-commerce de luxe, pour nous, chez KQS, s'il y a bien un fondamental, c'est que c'est pas que de l'e-commerce. L'e-commerce de luxe, c'est une expérience qui mélange, comme dans le retail, un vrai storytelling et un accès aux produits et un accès personnalisé. Et donc, c'est fondamental de concevoir l'e-commerce du luxe comme plutôt une expérience de marque qui intègre du commerce et du contenu plutôt que de l'e-commerce. Je dis ça parce que dans mon expérience, j'ai vu plusieurs marques qui parfois sont parties un peu vite sur l'e-commerce, qui ont sélectionné des solutions qui étaient plutôt monolithes et qui les ont enfermés
dans une expérience pure e-commerce, et c'est non seulement pas ce que veut la marque, c'est pas ce que veulent leurs consommateurs. Et je pense que l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment d'avancer sur des solutions comme la vôtre, qui vont mixer du commerce avec une solution comme Contentful pour le contenu en une. C'est vrai que si on n'a pas beaucoup parlé de commerce en tant que tel, au sens transactionnel du terme, c'est que c'est vrai que les marques de luxe sont d'abord sur la meilleure façon de véhiculer leur image de marque, et de facto, on découlera donc une expérience commerciale intéressante et utile. Alors, un seul conseil, justement, peut-être pour aussi faire la transition avec ce que Nicolas vient de dire, c'est il faut que ces marques s'assurent d'un niveau d'expérience client identique, ou en tout cas un niveau d'expérience client cohérent en fonction, indépendamment du canal qui est utilisé. On a évoqué à plusieurs reprises donc ces aspects site web, application mobile, in-store, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas un de ces éléments qui soit beaucoup moins bon que les autres. Il faut vraiment assurer cette continuité expérientielle, aussi exceptionnelle partout, quel que soit le média. Voilà. Soyez sûr d'être au même niveau partout. Merci Olivier, merci Nicolas. Tu veux conclure, Adi ? Oui, en tout cas, je pense que ça sera le thème de tous mes ouvertures sur ce podcast, c'est la composabilité. Et donc, pour revenir un peu sur le point de Nicolas et le point d'Olivier, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé pendant le podcast de l'importance de l'humain, de la créativité des humains dans la création de ce contenu. La finalité sur un site e-commerce, c'est de fusionner contenu, émotionnel ou autre, et produit. Et aujourd'hui, il faut que les équipes qui gèrent le contenu aient une liberté sur la création de contenu. Il ne faut pas qu'ils aient en tête des contraintes. Par exemple, si je veux créer une bannière, est-ce que techniquement c'est faisable ou pas ? Ça, il faut les libérer de ces contraintes pour qu'ils puissent en toute autonomie créer leur contenu, l'approuver, le diffuser, l'adapter aux différents canaux, tout en découplant tout ça des contraintes techniques qui peuvent venir avec une plateforme monolithe dont les composants sont dépendantes l'une de l'autre. Voilà, c'est tout. Merci Adi, merci à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode. Merci à nos auditeurs pour leur écoute, et puis à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.